Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Et aujourd'hui, l'actualité, ça concerne les réseaux sociaux et le jeu vidéo, la loi qui doit interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quels vont être les effets sur les acteurs du jeu vidéo? On va en parler en tout début d'émission dans Serious Game avec Perrine Pelletier, avocate en droit de l'innovation. Seconde partie d'émission, le boss aujourd'hui a fait un jeu de ninja qui est probablement le meilleur jeu de ninja du moment. Shinobi Art of Vengeance, le directeur créatif du studio et CEO de ce studio Lizard Cube, Ben Fiquet, est avec moi pour 15 minutes. Ce sera l'interview du boss. Et en toute fin d'émission, une école de jeux vidéo qui obtient la certification de titre d'ingénieur, c'est Lizard Digital. On va en parler avec son directeur pédagogique qui s'appelle David Bilemdjian. Il sera avec moi en toute fin d'émission. Voilà pour le menu. PlaySmart, nouvel épisode. Un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quel impact cela peut avoir sur le monde du jeu vidéo où, on le sait, certains éditeurs ont des jeux massivement multijoueurs en ligne. On va en parler avec une experte, avocate en droit de l'innovation, Perrine Pelletier. Bonjour. Bonjour. C'est votre deuxième passage dans PlaySmart. Je me souviens qu'on avait parlé d'éducation aux jeux vidéo et là on reste plus ou moins quand même dans le même sujet ou un sujet un peu connexe avec cette loi Miller. Est-ce que déjà pour commencer on pourrait donner les 3 points clés de ce que contient cette loi? Oui, en effet, c'est une loi qui vise à encadrer l'usage des services numériques en visant particulièrement ici les réseaux sociaux. La particularité de la loi, c'est qu'elle vise des plateformes dont la qualité est définie, mais on ne définit pas les réseaux sociaux. Donc on va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on va demander aux plateformes qui proposent ces réseaux sociaux de supprimer les comptes même. On parle aussi dans les grandes lignes de couvre-feu et d'interdiction des portables au lycée. Mais en ce qui concerne les jeux vidéo, l'impact très fort, ça va être de définir quels sont les acteurs qui peuvent être concernés par cette loi. Donc tous les jeux vidéo, par exemple, qui ont des applications de communication en ligne, en fait, qui ressemblent à des réseaux sociaux indirectement. Roblox, par exemple, Fortnite. Oui, en effet, dans le secteur des jeux vidéo, il faut différencier la typologie. Il y a des jeux vidéo très très différents sur console, hors ligne, en ligne. Bien entendu, ici, on vise l'accès des jeux vidéo en ligne qui sont proposés sur des plateformes qui ont des fonctionnalités, en fait, qui s'apparentent à un réseau social tel qu'on va connaître des Snapchat, TikTok, etc. Quand on est sur Roblox ou Fortnite, il y a des fonctionnalités avec des services de jeu accompagnés d'espaces de communauté, d'interaction sociale. En fait, ce sont ces interactions sociales que la loi vise. Pourquoi? Parce que le législateur ici pense à protéger le mineur d'interactions sociales qui pourraient... Avec des majeurs. Voilà, avec des majeurs qui pourraient lui porter préjudice. Donc il y a toujours c'est une approche par le risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas défini ce qu'est un réseau social pour cataloguer... Et on parle de système numérique en ligne. Tout à fait. Plus large. Tout à fait. Qu'est-ce qui relève du symbolique? Et quand on dit symbolique, on ne dit pas inutile, mais qu'est-ce qui relève du symbolique et du concret, sachant que vérifier l'âge d'une personne aujourd'hui, c'est pas si simple que ça quand on parle de gens de moins de 18 ans. Bien sûr, effectivement, cette loi, vous faisiez le lien avec la notion d'éducation. Je pense que cette loi, elle a une visée éducative pour les plateformes et pour les parents, exactement. Et là, on en revient à l'usage des parents, comment ils accompagnent leurs enfants dans l'accès aux jeux vidéo. Très souvent, ce sont les téléphones, enfin les devices des parents, en fait, qui sont mis à disposition des enfants. Donc, cette loi, elle vise à souligner que, en fait, un jeu vidéo... un réseau social n'est pas neutre pour un jeune de moins de 15 ans et qu'il est nécessaire d'encadrer cet usage. Et donc, bien entendu, en creux, on invite les parents, je pense vraiment, à le sujet. À accompagner. Ouais. Et il y a un des points de cette loi, c'est la suppression progressive des comptes des moins de 15 ans. Sauf que dans les jeux vidéo, c'est des comptes payants avec peut-être des achats de skins. Est-ce que le législateur a pensé aussi à ces cas précis? Est-ce que les achats effectués vont être rétrocédés sur un compte de majeur ou est-ce que ça peut être une perte de ces comptes?
Alors, je ne saurais pas. C'est un vrai sujet. Effectivement, il y a plusieurs sujets assez techniques dans la mise en œuvre de cette loi. Il y a le contrôle de l'identité, de l'âge, avec un enjeu majeur sur les données personnelles qui sont liées à ça. C'est plus sensible, je crois, pour les mineurs, donc que Voilà. pour les majeurs, comme on avait vu sur les sites pornographiques. En effet, les données liées à un mineur sont dites des données sensibles. Et à ce titre, évidemment, les opérateurs de plateformes et de jeux indiquent que ça leur semble disproportionné de leur demander de contrôler l'identité, l'âge, et renvoie plutôt la responsabilité vers d'autres acteurs. Hein, c'est souvent un argument. Néanmoins, on a pu voir au moment de la réglementation de l'encadrement de l'accès aux sites de l'industrie pornographique que les barrières techniques finalement sont levées, qu'il existe des moyens en sécurité de contrôler l'âge sans que l'éditeur, sans que celui qui propose la plateforme ait accès à ces données, ce qui est un gros enjeu. Ensuite, sur la suppression des comptes, effectivement, il y a un enjeu des achats, liés aux achats intégrés, ce qui me permet de souligner également que en matière de jeux vidéo, on parle des interactions sociales, donc tout ce qui va être réseaux sociaux. Il y a aussi les enjeux d'achat intégrés et parfois avec une certaine pression algorithmique. Et justement, on a reçu quelqu'un de e-enfance récemment qui nous disait, en fait, il faudrait que ces acteurs, qui sont des acteurs commerciaux, acceptent l'idée de ne pas être rentable ou de ne pas être ultra bénéficiaire sur ces publics-là. Mais ça, est-ce que cet argument-là, il est entendable pour ces acteurs-là, de moins faire d'argent sur des publics mineurs, sur des clients mineurs? Eh bien, ce serait formidable que ce soit entendable, d'autant que même commercialement, il y a un intérêt à écouter ce discours. Je pense à la Chine, je discutais avec un acteur important chinois qui rappelait que en fait, le public de 5 à 20 ans qui joue, de 5 à 18 ans qui joue en Chine n'est pas un public rentable. Celui qui est rentable, c'est à partir de 18 ans. Les adultes. Et donc, en fait, cibler plutôt des adultes, ça peut avoir un intérêt commercial aussi. Et préserver la santé mentale et le temps des mineurs pour qu'ils se concentrent sur leurs études. Là, je pense à la Chine, qui a une forte pression. Il n'a pas hésité des fois à avoir des politiques de contrôle très fortes, très radicales sur le sujet. Tout à fait, avec des interdictions qui vont beaucoup plus loin, puisque ce n'est pas une interdiction des réseaux sociaux, ça a été une interdiction des jeux vidéo. Donc là, on vise carrément l'industrie des jeux vidéo. Après, on connaît aussi les possibilités de contourner. On parlait tout à l'heure du simple appareil utilisé. Si c'est pas l'appareil du jeune pendant le couvre-feu, ou de la mère, voilà, ce sera ou de la grand-mère. Voilà. Donc, merci beaucoup, Perrine Pelletier, pour cet éclairage. Je pense qu'on y reviendra quand même parce que c'est une loi qui va être amenée aussi à être expérimentée et voir comment elle s'installe et comment, au niveau européen, on arrive finalement à se coordonner sur ces interdictions. Gros enjeu. Merci beaucoup. Prochain sujet, c'est pas un jeu en ligne, donc qui ne sera pas concerné par cette nouvelle loi. Shinobi Art of Vengeance, l'un des meilleurs jeux français de l'année, qui avait été nommé comme meilleur jeu d'action aux Game Awards. On accueille son directeur créatif, qui est aussi le CEO du studio Lizard Cube. On a beaucoup parlé de Clair Obscur Expédition 33 cette année, mais on en aurait presque oublié un autre jeu vidéo français qui a séduit le reste du monde, Shinobi Art of Vengeance, qui a été nommé parmi les meilleurs jeux d'action aux Game Awards. C'est pas rien. On accueille son directeur créatif et le CEO du studio Lizard Cube, Ben Fiquet. Bonjour. Bonjour. Petite question pour commencer. Comment un petit studio d'irréductibles développeurs français se retrouve à redonner vie à une franchise légendaire, Shinobi, de l'éditeur lui aussi légendaire, Sega? Alors je pense que c'est un concours de circonstances qui s'est fait sur un malentendu. Sur plusieurs années, peut-être un malentendu. On a eu beaucoup de chance. En fait, tout part de la passion de mon cofondateur Omar Cornu et la mienne qui était vraiment, nous, quand on était enfants, c'était les jeux Sega. Et on s'embêtait un petit peu dans nos métiers respectifs. Donc, on a eu cette envie de redonner vie à les franchises. Mais avant, déjà, il y avait Wonder Boy. La première, c'était Wonder Boy, oui. La première, c'est Wonder Boy. On avait envie de... Et en fait, on a eu de la chance de réussir à avoir l'aval du créateur original, d'avoir réussi à avoir l'aval de Sega, qui n'était pas impliqué en tant qu'éditeur à ce moment-là. Et donc, ça vient de vous, plus que d'eux, pour les premiers jeux. Oui. Et sauf Shinobi, peut-être que là, j'imagine qu'avoir fait ses preuves sur 2 jeux avant, ça a aidé. En fait, il y a eu Wonder Boy puis Street of Rage 4, en collaboration avec Dotemu et Guard Crush. Et après ça, Sega s'est dit ah bah non, pourquoi est-ce que pas si mauvais que ça. Pourquoi est-ce qu'on laisse éditer les autres nos propres licences? Oui, là on parle de Dotemu par exemple, avec qui vous aviez fait les 2 premiers jeux. Et donc Sega nous a contactés directement.
Et là, on a travaillé directement avec eux. On a eu de la chance que ça se passe très bien, etc. Malgré la différence de taille, c'est quand même une multinationale et une entreprise qui est là depuis tellement d'années. Face à une PME, finalement. Même. Face à une PME d'artisans parisiens, ce que j'aimerais rester, en tout cas, pour un petit temps encore, parce que nous, ce qu'on fait, c'est des jeux de 2D. On redonne vie à ces jeux qui étaient en pixel art, parce que les limitations techniques de l'époque, et on les remet au goût du jour avec des mécaniques plus modernes. Des mécaniques plus modernes, une patte artistique d'animation 2D qui vient aussi clairement de... On en parlera, vous avez un passé dans la bande dessinée, voilà. Ça joue beaucoup, c'est un peu la marque de fabrique peut-être du studio Lizard Cube. Moi j'ai envie de vous demander, là, pour faire un jeu comme ça, en fait, vous imaginez vous adresser à quel public spécifiquement? Parce que pour pouvoir refaire un jeu encore après, il faut le vendre, ce jeu-là. Donc le public visé, c'était quoi? Bah, c'était nous. Vous, en fait, vous faisiez un jeu pour vous. Mais non, oui, à la base, je pense qu'il faut toujours d'abord se regarder dans les yeux, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, sur quoi j'ai envie de bosser pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, et si on y va que pour est-ce que ça va se vendre, à qui je le vends, etc. Je pense qu'on peut être que déçu. Donc, de base, c'était une passion et un savoir qu'est-ce que nous, on voulait faire. Et après, il y a quand même le respect de la licence, des fans, ça reste très fidèle quand même. Des créateurs originaux. Je fais pas n'importe quoi parce que j'ai décidé que c'était... Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Shinobi, on a les images là en même temps que vous parlez, Ben. On voit que c'est quand même un jeu qui est assez rythmé, assez dur. Pour le coup, moi, je le teste pour pouvoir... J'ai préparé cette interview en y jouant. Je suis à 17% de l'histoire après 5 heures de jeu. Je me situe où? Je me suis dans les nuls, très nuls, ou c'est normal de mourir aussi souvent dans le jeu? Non, le jeu va faire entre 15 à 18 heures pour faire le jeu. Pour le full run? Au full run, ouais. Et donc, quand on décide d'avoir beaucoup de difficultés dans un jeu comme celui-là, c'est quand même une prise de risque, j'imagine. En fait, oui et non, parce que en fait, le panel des joueurs aujourd'hui est très, très varié. Les joueurs rétro, en plus, sont plus habitués à se faire mal. À la difficulté, on va dire. Et les jeux Shinobi étaient pas... Enfin, ça dépend desquels, mais ils n'étaient pas forcément très faciles. Il n'y avait pas d'ajustement du mode de difficulté. Et il n'y avait pas d'ajustement du mode de difficulté. Donc là, en fait, on a des options d'accessibilité qui fait qu'on peut baisser un peu les difficultés si on en ressent le besoin. Et il y a des gens qui vont rouler sur le jeu, vraiment, c'est trop facile pour eux. Ou il y a des gens vraiment qui disent c'est trop dur, ça me correspond pas, etc. Et le public du jeu vidéo est très très vaste. Il y a des gens qui veulent des expériences plus tranquilles et des gens qui veulent être vraiment challengés. Dans la création de Shinobi Art of Vengeance, quelle a été la nature des échanges avec l'éditeur, avec Sega? Est-ce qu'ils vous ont fait des retours parfois négatifs, vous demander de vous calmer peut-être sur certains niveaux de difficulté, ou est-ce que vous avez eu quand même les coups des franches et vous avez pu faire un peu ce que vous vouliez? Alors, de base, ils nous ont laissé beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'on a proposé le projet, ils l'ont accepté, ils ont dit c'est cool, on y va, etc. Au fur et à mesure, avec les playtests, avec on voyait qu'il y a des choses qui marchaient pas et on a réfléchi ensemble. En fait, ce qui était bien... Qu'est-ce qui marchait pas au début, que vous avez dû corriger? Par exemple, l'idée originelle du projet, c'est de faire un Shinobi à l'ancienne. C'est-à-dire, on avance, on lance un shuriken ou un kunai, et l'ennemi meurt en un coup. C'était très bien à l'époque. En 2025, ça suffit plus. Et c'est un peu limité, c'est un peu limitant. Et en fait, on a commencé à rajouter plus de combats. Des combos, des pouvoirs de différentes façons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était le plus fun dans le jeu, c'était justement cette phase de combat. Donc en fait, il y a beaucoup plus... Le jeu est devenu plus un beat'em up avec de la plateforme qu'un jeu de plateforme à l'ancienne. Alors, j'ai pas envie de créer un problème entre nous, un malaise, mais si je dis que ça m'a fait penser à Hades, au jeu du studio Supergiant, est-ce que ça fait partie des inspirations que vous avez pu avoir? Notamment pour ces côtés combos où on peut faire plein de choses différentes. Alors, il n'y a pas que Hades qui le fait, mais j'adore les jeux de Supergiant. Hades est un exemple du genre dans l'action et dans le... après, c'est un peu... C'est pas vraiment le... Eux, ils sont isométriques, vous êtes en horizontal. Il y a ça, mais il y a aussi tout le côté roguelike de Hades que nous, on n'a pas. Ouais.
et qui marche très bien, et en fait qui répond à tout un tas d'autres critères de gameplay qui sont vraiment différents. Beaucoup d'histoires, beaucoup de dialogues, beaucoup de répétitions, et le principe c'est de mourir dans Hades, ça fait partie du scénario. Par contre, dans Shinobi, mourir, ça fait plus partie de l'expérience que du scénario, j'ai l'impression. C'est impossible de finir le jeu sans mourir au moins 10 fois, non? Bah, ça dépend. Vous, par exemple, vous roulez... Ah non, mais moi je suis nul au jeu, donc je meurs beaucoup. Et par exemple, pour moi c'est impossible de finir le jeu quand c'est trop difficile. Donc j'ai des petites options de développeur pour me faciliter les choses. Mais Nos dégâts. bah, je veux les cheats qu'on a, c'est tuer les ennemis en un coup. C'est Alors, j'aimerais qu'on en parle rapidement. C'est que vous avez donc un passé dans la bande dessinée. On va peut-être voir une image. Donc, alors, le nom des deux bandes dessinées que vous avez fait chez Glénat et Delcourt. J'ai fait une BD, une série de BD chez Delcourt qui s'appelait Powa, qui est une série ado-pré-ado. Et l'autre, c'est Chevalier de la Chouette, c'est ça? Et une série, on va voir la le couverture. début d'une série, Les Chevaliers de la Chouette chez Glénat, qui a duré 2 tomes et qui s'est arrêté là parce que le monde de la BD, C'est dur. Plus que le jeu vidéo? c'est... Ah oui, et puis c'est une industrie vraiment mourante, avec des éditeurs vraiment que je qualifierais de pas très en phase avec avec ce qu'ils pourraient faire. C'est dur, parce que d'entendre ça, ça fait froid dans le dos. Mais malgré tout, la bande dessinée, ça vous apporte quoi aujourd'hui? Vous diriez que c'est quand même quelque chose qui fait sortir du lot de Lizard Cube? La bande dessinée en elle-même, pas, il y a toutes les qualités Au peut-être. moins le dessin, j'ai envie de dire. Bah, oui, mais après le dessin c'est un entraînement permanent. Mais l'habitude de travailler pour faire un projet, l'autonomie. Après, c'est vraiment des industries très différentes parce que la BD, on est tout seul. En plus, quand l'éditeur est pas là, donc on est un peu tout seul. En jeu vidéo, c'est dur d'être tout seul, ou alors Jeu vidéo, on fait Stardew Valley et oui, si on veut faire un jeu vidéo avec, on ne peut pas avoir toutes les compétences. On peut pas faire la musique, on peut pas faire le dessin, on peut pas faire le code, à moins d'être on peut vraiment. pas tout savoir On faire. peut pas tout savoir faire. J'ai vu que sur beaucoup d'histoires de jeux vidéo, parfois, il y a un jeu qui réussit, qui cartonne, mais la réalité en back-office est beaucoup plus dure. Prenons un exemple, BioShock, l'un des jeux les plus légendaires. Les gens qui l'ont créé ont souffert, n'ont pas forcément réussi à faire un jeu après. Vous, votre philosophie, c'est quoi? C'est de chercher, donc, quand vous faites un jeu, pas forcément faire un énorme succès commercial, mais à le rendre suffisamment rentable pour faire encore un jeu après. C'est quoi qui, dans votre stratégie, dans votre business plan, comment on définirait? Alors, moi, je suis passé par toutes les étapes de l'entrepreneuriat. J'ai fait employé, j'ai fait freelance, j'ai fait auteur, j'ai fait intermittent du spectacle. Donc, en gros, j'essaye d'avoir suffisamment d'argent pour voir venir, préparer un projet, le vendre à un éditeur ou autre, et avoir la tête sur les épaules pour me dire... Ça ne sert à rien d'engager 40 personnes là maintenant, parce qu'après ces 40 personnes, si ça se casse la gueule ou si ça se vend pas, et ben ça reste des gens à payer. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire le plus avec le moins possible. Pas se voir plus grand qu'on l'est. Pas de voir plus grand que là, tout en respectant évidemment la vie de tout un chacun. Moi, j'estime que les gens, ils arrivent à 10h, ils partent à 18h. Après, il y a Vous avez une vie à côté. Exactement, moi j'ai des enfants, j'ai des employés qui ont des enfants, il y a des trucs de la vie, s'il y a un problème à la crèche ou machin, bah vas-y, tu prends ta... Là, par exemple, The Art of Vengeance, pardon, c'est nommé aux Game Awards, ça fait de bonnes ventes, j'imagine. Ça vous donne une visibilité sur combien d'années derrière quand un jeu est réussi à ce point? Alors c'est différent, mais je ne rentrerai pas dans les détails de contrat, mais en gros, au moins, l'éditeur, Sega, a assumé toute la responsabilité financière du projet. Pour voir un peu plus loin, il va falloir qu'on se remette à développer. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes dans l'idée de créer un nouveau jeu. Ouais. Il y a déjà des discussions, j'imagine, peut-être même avec Sega. Oui, il y a plein de discussions à droite à gauche, puisque évidemment, le fait d'être au Game Awards, ça nous met un peu plus sur les... De visibilité. Ouais. Donne un peu plus de visibilité. Ouais. Parce que si on regarde sur votre site, Lizard Cube, il y a toute une page avec tous vos projets
qui sont parfois, j'imagine, des esquisses de projet. Oui. Dans toute cette liste, je crois qu'il y a entre 10 et 20 histoires, projets, de choses qui sont commencées. Il y en a combien qui peuvent aboutir sur un jeu? Il y a ce qu'on a mis sur le Toutes site. potentiellement, mais combien pourraient aller au bout? Sur les idées. En fait, les idées, c'est facile. De les avoir, ouais. C'est facile de les avoir. Et ce qui compte dans les idées, c'est leur réalisation, c'est leur concrétisation. Et poser quelques dessins, faire quelques lignes pour écrire un pitch, etc., c'est pas très compliqué en soi. Le mieux, c'est d'être créatif. Mais il faut avoir 100 idées pour se dire, celle-là, c'est la bonne. Et c'est ce qu'on fait maintenant, on le fait en équipe. Et l'équipe ensemble, là, on se pitch en interne. Qu'est-ce que on aimerait faire ensemble parce qu'encore une fois, c'est un travail collectif et que tout le monde a besoin de se sentir investi, et là, on commence à avoir des trucs pas mal. Là, il y a une phrase importante. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? La philosophie que vous allez essayer de maintenir, c'est ça, c'est on fait un jeu, comme vous le disiez au tout début de l'interview. Vous avez fait le jeu Shinobi pour vous. Ouais. Ça va rester la philosophie de votre studio? Oui. Encore une fois, moi, je suis pas un... Tous les éditeurs et tous les créateurs ne penseraient pas forcément comme ça. Oui, mais en fait, c'est un leurre de se dire que j'ai la réponse à tout et que j'ai les meilleures idées du monde. Et en fait, quand on met en commun les idées et les envies, si on arrive à créer une envie collective vers un but commun, là, je pense qu'on a gagné déjà quelque chose et les gens vont se lever pour avoir envie de le faire, cette chose-là. Et après, est-ce que ça marche, que ça marche pas, c'est un autre problème. Mais au moins, ce que j'espère, c'est que les gens viennent au travail, pas la queue entre les jambes, mais qu'ils aient envie de faire. Qu'ils y croient. Merci beaucoup, Ben Fiquet. Donc, je le rappelle, CEO et directeur créatif de Lizard Cube. Donc, le jeu Shinobi Art of Vengeance. Si vous aimez souffrir, je vous conseille de le faire parce que on souffre beaucoup, mais on est aussi satisfait quand on réussit à passer des niveaux. Si vous aimez les expériences à l'ancienne. C'est une belle expérience à l'ancienne. Merci beaucoup, Ben Fiquet. J'espère qu'on vous réinvitera sur ce plateau. On aura plein d'autres sujets à aborder avec vous. Là, on va s'intéresser à un sujet un peu plus, j'ai envie de dire, scolaire, en amont de la création de jeux vidéo. C'est Isart Digital, une école de jeux vidéo, qui a obtenu la certification du titre d'ingénieur, et on va en parler avec son directeur pédagogique. Qu'est-ce que ça implique pour l'école, mais aussi qu'est-ce que ça nous dit de la reconnaissance de tout le secteur. Le jeu vidéo, c'est du sérieux, et pour preuve, à partir de maintenant, certains étudiants en jeux vidéo pourront ressortir diplômés en tant qu'ingénieurs. C'est une première en France, c'est à Lizard Digital, et on accueille son directeur pédagogique, David Bilemjian. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, petite explication, Lizard Digital, ça existe depuis quand? Et ce titre-là, il a été obtenu, cette certification titre d'ingénieur, elle a été obtenue quand et comment? Alors Isart Digital, c'est donc l'école du jeu vidéo et du cinéma d'animation qui existe depuis 25 ans, à Paris, à Montréal et depuis peu à Nice. Et en fait, cette certification, enfin, de la part de la commission des titres ingénieurs, nous l'avons obtenue il y a quelques mois, au mois de novembre, après un dossier qui a duré environ 6 ans. Donc c'est une démarche longue, parce que cette certification de titre ingénieur, elle est exigeante du point de vue du programme académique, et c'est une des particularités finalement de ces titres ingénieurs, c'est que ça vient certifier une qualité de programme académique. Voilà. En termes de compétences acquises par les étudiants. Là, par exemple, les étudiants actuels, lesquels vont être les premiers concernés par cette certification? Alors, étant donné qu'en effet, pour obtenir un diplôme d'ingénieur, il faut rester 4 semestres finalement dans une école d'ingénieur, voilà, dans l'équivalent de 2 ans, c'est actuellement nos 3e année, qui correspond en fait à la première année du cycle ingénieur, donc qui vont passer en 4e année l'année prochaine, qui pourront prétendre au titre ingénieur lorsqu'ils seront diplômés en 2028. C'est-à-dire que notre première cérémonie de diplomation ingénieur aura lieu en 2028. Donc les premiers étudiants en jeux vidéo officiellement ingénieurs, c'est 2028. Imaginons que moi je sois de la promo juste avant.
je perds au grattage, on va dire. Comment je peux faire pour récupérer quand même ce titre en 2028 ? Oui, alors déjà, en fait, ces étudiants qui sont chez nous en 4e et 5e année auront ce qu'on appelle le titre RNCP, qui est déjà La un reconnaissance diplôme. du ministère du Travail, si je me trompe Absolument, voilà, et donc qui est déjà un diplôme de niveau Bac+5, et ils pourront, après un an d'activité, ils pourront faire ce qu'on appelle une VAE, validation des acquis d'expérience, voilà, avec un dossier pour, je dirais, démontrer l'acquis des compétences pendant leur année d'activité. Voilà. Donc là, j'imagine pour l'ISART, c'est un argument de poids quand vous avez des journées portes ouvertes ou quand vous allez sur des salons pour dire aux aspirants professionnels du jeu vidéo, vous allez avoir la certification au titre d'ingénieur. Donc j'imagine que c'est des profils surtout très techniques, mais il y a un enjeu derrière qui est important, c'est pour l'intégralité du secteur. Cette certification pour le jeu vidéo, ça dit quoi de la reconnaissance de tout l'écosystème du jeu vidéo ? Alors, absolument. Donc, en fait, il y a vraiment un bénéfice, je dirais, à 3 niveaux. En effet, pour les entreprises du secteur de l'écosystème jeu vidéo, c'est très important. C'est un marqueur, en fait, d'une certaine maturité de l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo... Reconnaissance de son poids aussi ? Oui, absolument. Voilà, de son poids dans tout ce qui est industrie culturelle. Et pour les entreprises, c'est essentiel. Pour les entreprises, non seulement dans le jeu vidéo, mais également hors jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez pour la première fois, et c'est vraiment historique, possibilité d'embaucher des ingénieurs. Et qui dit ingénieur dit auteur de vue, capacité finalement à emmener l'entreprise, mais aussi emmener l'entreprise, à préparer l'entreprise en fait pour les enjeux d'avenir, mais véritablement ça grâce entre autres à tout le bagage scientifique. En gros, des gens qui auraient été formés pour le jeu vidéo en fait sont capables de travailler aussi ailleurs, parce que techniquement ils ont des compétences poussées. Et en fait, toutes les industries qui font appel à de l'imagerie 3D interactive, et actuellement il y a vraiment une explosion de la demande, que ce soit dans tous les secteurs industriels, automobiles, aérospatial, médical ou autre, pour des enjeux de formation, beaucoup. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher d'aller mettre un casque de réalité virtuelle à disposition des apprenants que de les emmener dans l'atelier, sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment très important. On parle des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques également, pour prendre des décisions finalement de changement au niveau de l'entreprise. Donc en effet, nos ingénieurs sont très bien placés. Voilà, exactement. Merci beaucoup David Bilemjian. Le temps file très très vite. Cette émission malheureusement est déjà terminée, mais on reparlera de ce sujet, de la reconnaissance des professionnels du jeu vidéo, notamment avec ce statut, cette certification titre d'ingénieur. Je tiens à remercier Sybille Aoudjan qui était en régie aujourd'hui, qui me parlait dans l'oreillette, Alban au son, Fabien qui était à la réalisation. Exceptionnellement, on se retrouve dans une semaine pour un deuxième épisode mensuel de PlaySmart. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.